Ça y est, ils ont franchi la dernière marche. Celle qui procure une sensation de jouissance, un état indicible de toute puissance. De Gaulle, d'abord, qui s'installe dans les ors de cette 5e République fabriquée à son image, monarchique et souveraine. Pompidou, l'héritier, qui, sans complexe, lui emboîte le pas, la bonhomie en prime. Giscard le moderne, surgissant de nulle part, fier de son destin. Mitterrand, tout en symbole, bardé des espérances d'une gauche conquérante. Chirac, que l'exercice du pouvoir va rendre plus impénétrable encore. Puis Sarkozy, tout entier enferré dans le principe de réalité. Hollande, enfin, qui, sans avoir été ni ministre ni Premier ministre, s'engouffre dans les affres des affaires publiques avec la même gourmandise que ses prédécesseurs. Tous, sans exception, ont façonné leur destinée, leur verbe, leur corps, à la faveur de cette institution présidentielle qui, peu à peu, les a modelés, réduits, grandis, dévorés. Mais qui sait vraiment, à la veille d'une grande décision, ce qui se niche dans la tête de ceux qui nous gouvernent? De quelle solitude du pouvoir parle-t-on quand on les observe à la télévision, qu'on les imagine reclus dans leur palais, quand on les devine au bord de l'épuisement? Nous allons tout de suite voir avec Jean-Claude Bourret qui se trouve au Quartier Latin où en sont maintenant les manifestations. Oui, oui, en direct. Vous êtes sur l'antenne. Eh bien écoutez Jean-Pierre Elkabbach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et 3 fois les manifestants ont chargé les CRS, 3 fois les CRS ont reculé. Et maintenant, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est un chaos indescriptible, un désordre sans nom. Le pouvoir est tétanisé. Je vois là-bas les CRS qui sont parvenus au contact et il y a des coups très très sévères qui sont échangés. Seul le Premier ministre garde la main, mais son gouvernement, dans sa grande majorité, a déjà déserté, spéculant sur l'éventuel départ précipité du général. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici, une scène d'une violence inouïe. Mais où est donc celui qui, il y a 10 ans maintenant, fonda cette 5e République, aujourd'hui au bord de l'effondrement? Il est en Roumanie pour un improbable voyage officiel que son Premier ministre lui a conseillé de ne pas annuler. Le chef de l'État y pique-nique en compagnie du sulfureux président communiste Nicolae Ceausescu. De Gaulle semble perdu, ailleurs. Le général décide tout de même, devant les événements qui s'accélèrent, de raccourcir sa visite officielle et de rentrer à Paris. Son Premier ministre l'attend, tirant cigarette sur cigarette. La République est en danger. Maintenant, il le sait. Ce 18 mai, au soir, à Orly, dans le salon protocolaire qui lui est réservé, le chef de l'État tente sur le champ de galvaniser ses troupes. C'était un moment de solitude et un moment de grands troubles et de grandes difficultés, mais ça c'est sûr, oui. Je me demandais ce que le général avait dans la tête. En réalité, De Gaulle, informé en catimini par son aide de camp, semble pris d'un sentiment de panique. Le général a voulu reprendre les affaires en main, que Pompidou avait verrouillées. Et le général se plaint un soir en me disant... Je donne des instructions, le gouvernement n'en tient pas compte. Le gouvernement donne des ordres et ne m'en rend pas compte. Cramponné à son bureau, dans un palais désespérément vide, De Gaulle devise, assis de préférence. Mais le monarque qui perce sous le général s'épuise en conjectures, en désillusions surtout. À la faveur de quelques confidences faites par son beau-frère Jacques Vendroux, l'homme du 18 juin comprend qu'il est abandonné.
Abandonné d'abord par une jeunesse qui a envie de tourner la page, d'écrire une autre histoire. Tandis que la génération de l'après-guerre est fascinée par la paix, le rock et la libération des mœurs, De Gaulle s'accroche à un idéal de la France pétri à l'ancienne. Quand je suis rentré dans son bureau ce matin du 29 mai, la première chose, c'est que j'ai trouvé en face de moi un homme très fatigué physiquement. Ce qu'on disait rarement d'ailleurs, il dormait mal. Il y a peut-être eu à ce moment-là la tentation du départ. Des lunettes noires, chaussées sur un visage épuisé, un verbe devenu rare. En réalité, le premier président de la Ve République cherche le souffle. À 78 ans, il puise au plus profond pour féconder une décision. Mais elle tarde. À l'extérieur, ils sont déjà prêts pour remplir le vide apparent du pouvoir. Fabriqué pour décider comme pour se faire obéir, le militaire spécule désormais en silence sur sa capacité à trouver la parade. Pompidou on a beaucoup voulu au général d'être parti sans lui indiquer où il allait, en le laissant dans l'incertitude. Il est arrivé, il était blême. Et ma mère ne l'avait jamais vu blême de sa vie. Il dit, mais ça va pas, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Le général a disparu. Oui, le général m'a appelé. Il m'a dit, je m'en vais, je prends de la distance et je vous embrasse. 20h, ORTF, Jean-Pierre Elkabbach, Interactualité. Le départ et le mystérieux emploi du temps du général de Gaulle posent ce soir à tous les journalistes et à tous les hommes politiques un certain nombre de questions. S'est-il rendu par hélicoptère quelque part en France avant de gagner Colombey et où? Certains auraient vu le général de Gaulle aux environs de Saint-Étienne où réside, on sait, une personnalité politique importante, d'autres à Mulhouse. Voilà donc des points d'interrogation auxquels, et je vous le comprenez aisément bien sûr, il nous est difficile de répondre. Il a pris ses initiatives seul, sauf que, bien entendu, il avait pris des précautions pour que sa famille parte aussi. Je ne crois pas qu'il ait informé sérieusement quelqu'un de son projet. Je n'ai appris le déplacement à Baden que lors du ravitaillement à Saint-Dizier, sur l'aéroport de Saint-Dizier. Quand on a redécollé, c'est à ce moment-là qu'il m'a fixé son point de rendez-vous chez Massu, commandant les FFA. C'est lui la parade. Un général de corps d'armée insensible aux émotions, incapable de fléchir. Ici, en Allemagne, à Baden-Baden, où d'importantes forces françaises y sont stationnées depuis la fin de la dernière guerre, De Gaulle cherche une porte de sortie. D'abord, il est allé voir Massu pour sortir du chaudron parisien. Il allait chercher la certitude que l'armée française se tenait encore, qu'il y avait encore des moyens d'action. Massu l'a redressé, là, quand même. D'abord, il s'est dit, je ne peux pas abandonner le pouvoir comme ça. Je ne peux pas abandonner le pouvoir à la rue, aux gauchistes. Enfin, un mystère est levé au départ de l'Élysée. Voulait-il rester mystérieux? Repérer une fenêtre de tir propice à la panique? Concentrer le maximum d'anxiété politique sur son absence du territoire national? Toujours est-il que cette botte secrète, très militaire en effet, fut concoctée dans le plus grand secret. Il est dans le secret et naturellement, dès l'instant qu'on est dans le secret de sa conduite, on est dans la solitude. On ne peut se confier à personne. Il avait besoin de tranquillité, de solitude pour réfléchir. Il avait une sorte d'inquiétude. Elle était métaphysique, elle était politique. C'était pas un esprit tranquille. Et voilà le général remis en selle pour quelques mois encore. Le temps de comprendre, à Quimper ou ailleurs, que derrière son dos, on tente discrètement d'échapper à ses discours, désormais inaudibles.
Il le savait au fond de lui-même que c'était fini. Il faisait le dernier effort pour reconquérir une légitimité qu'il avait perdue effectivement en mai 68. À l'Élysée, le temps est suspendu. Comme si de rien n'était, ce matin-là, du 25 mai, à 11 h, le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur des États-Unis, Sargent Shriver. L'assistance n'entendra de la bouche du général que des propos de circonstance crépusculaires, dignes d'un enterrement de première classe. L'avenir, monsieur l'ambassadeur, ne dépend pas de nous. Il dépend de Dieu seul. Tout annonce qu'il sera agité et dramatique. Chacun dira, dans ces moments-là, que la foi est son salut. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. La solitude du pouvoir, elle est la signature même du pouvoir. La grandeur se mesure à la capacité de solitude qu'on est capable de supporter. Et un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui est capable de supporter beaucoup de solitude. Et de fait, lorsqu'on incarne le pouvoir, par sa figure singulière, on fait advenir une solitude. Le vrai chef de l'État, c'est celui qui est seul, qui sait qu'il est seul, et qui sait que cette solitude n'est pas complètement solitude parce qu'elle est accompagnée d'un destin. Comment mieux se préparer à entrer dans l'histoire qu'en l'écrivant soi-même? Dans le silence feutré d'un bureau de Colombey, avec la ligne bleue des Vosges comme seul horizon. C'est un homme qui a passé probablement en moyenne 6 ou 7 heures par jour à écrire. Donc il est seul face à ses souvenirs et il est seul aussi face à soi-même. Comme disait Malraux, qu'est-ce que c'est soi-même? Un tas de petits secrets. Mais lui, il avait des grands secrets. Il avait un gros tas de grands secrets. En édifiant de son vivant sa propre statue, De Gaulle laisse de lui-même l'image d'un homme seul. Et c'est probablement ce qu'il souhaitait. La Ve République a posé la question du sacré d'une manière particulière, puisque c'est quand même le général de Gaulle qui la fabrique, et on estime qu'il fait un costume à sa mesure. Je crois qu'il fait un costume à la mesure de la France, du moins de l'idée qu'il se fait de la France. Le costume, d'ailleurs, est toujours susceptible d'être utilisé, simplement plus personne n'a les épaules pour ça. A-t-on vraiment le choix de succéder à celui qui vous a fait roi? D'échapper à l'appel du destin? Même quand Georges Pompidou s'interroge sur le sien, c'est l'Auvergnat lettré, amoureux de bonne chère, d'art et de poésie qui tente d'exister. Pas celui qui, à peine élu, sait déjà que son quotidien ne sera fait que de frustration, de souffrance et de solitude. D'abord, celle de pressentir un mauvais choix politique, incarné par celui qui, derrière son dos, spécule et intrigue. Puis, celle d'avoir eu à affronter une maladie inexplicable, incurable et dévastatrice. À partir du moment où Georges Pompidou est devenu président de la République, il n'a plus eu avec ses proches, avec ses amis, exactement les mêmes relations. Il le dit dans les lettres qu'il envoie à des proches comme Robert Pujol, qui était un de ses amis les plus anciens, qui était
un ami d'enfance. La fonction l'isole considérablement, beaucoup plus que celle de Premier ministre. Le Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin du 15 juin 1969 vous conférait la majorité absolue par l'article 764 de la Constitution 371 voix. Le président, j'ai eu l'honneur des suffrages exprimés de proclamer Georges Pompidou président de la République française. Et là, il écrit à Robert Pujol pour lui dire « Aujourd'hui, je suis seul ». Et donc, il a véritablement pris conscience de la solitude du pouvoir et de la solitude dans laquelle il allait être confronté pour exercer ses fonctions de président de la République. Pompidou était un pessimiste gai, et puis après l'arrivée à l'Élysée, il est resté le pessimisme. Il est certain que Georges Pompidou a ressenti la solitude du pouvoir comme une souffrance. Est-ce qu'on en souffre de cette solitude ou est-ce qu'il faut s'y habituer? Il faut bien s'y habituer, n'est-ce pas? Il faut s'y faire. Je dois dire que c'est probablement ce qu'il y a de plus pénible dans la vie d'un chef d'État. La décision se prend seule, finalement. On porte seul le poids de la décision et c'est ça qui vous imprime en vous-même profondément le sentiment de solitude. Mon père s'y attendait, il s'y était préparé. Ce dont il a souffert, c'est le fait de ne plus pouvoir sortir facilement, le fait d'être reconnu dans la rue, le fait d'avoir un service de sécurité permanent. Difficile en effet, même à cette époque, de s'échapper du palais sans être remarqué. En 1960, Georges Pompidou avait offert à sa femme une Porsche, une superbe Porsche. Et cette Porsche, ils s'en sont servis pendant qu'il était Premier ministre pour aller tous les week-ends à la campagne, à Orvilliers, dans la région parisienne. Arrivant à l'Élysée, il a décidé que le vendredi, son épouse viendrait le chercher à l'Élysée pour partir à la campagne. Mais à ce moment-là, il y avait une petite discussion entre ma mère et lui pour savoir qui allait conduire. C'était un homme qui avait une certaine autorité, qui adorait conduire, et finalement, il n'y avait plus de discussion, c'est lui qui prenait le volant. Et donc, c'est une expression de sa liberté face à cette contrainte qui pesait sur lui en permanence. Dimanche matin, de bonne heure, la route d'Orvilliers. Georges Pompidou va retrouver dans sa maison de week-end à 40 km de Paris son antidote personnel contre la solitude du pouvoir. Étrange prémonition, achetée il y a 16 ans, la maison avait été baptisée par son précédent propriétaire, la Maison Blanche. Parce qu'elle est blanche, disait-il. Orvilliers, Cajarc, un calme campagnard dont Paris le prive. Des grands espaces, de la terre, du bois, du feu, un ciel pour y lever les yeux, du silence, et voilà Georges Pompidou en phase avec son moi. Une table, un paquet de cigarettes à portée de main, quelques feuilles de papier, un stylo, et le voilà tout à la rédaction d'un grand discours qu'il doit le surlendemain prononcer à l'ONU devant les chefs d'État de la planète. Cet homme est un paysan contrarié, possédé par un sens du devoir qui l'a peut-être ruiné, mais qui, au fond, rassurait les Français. Dès que Georges Pompidou a nommé Jacques Chaban-Delmas Premier ministre, il s'aperçoit lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et ça va éclater lorsque, à l'automne, Jacques Chaban-Delmas va faire son discours dit de Nouvelle Société. Le caractère de Chaban-Delmas, indépendamment de la Nouvelle Société et des entourages de Chaban-Delmas, qui étaient très très ouverts sur un modèle social qui ne convenait pas nécessairement à Pompidou, parce que c'était de l'habillage. C'était de l'habillage à la Chaban, tout ça. Notre société nouvelle aura tout d'abord le visage de la jeunesse. La vague démographique des 25 dernières années
nous offre une chance unique de rajeunissement. Ça le gênait, cet habillage, parce qu'il n'était pas authentique. Il n'était pas authentique. C'était véritablement, pour lui, c'était de la gesticulation. Puis l'expression « changer la société » ne correspondait pas à son tempérament. Donc ça l'agaçait, et ça l'agaçait surtout que Jacques Chaban-Delmas paraisse inverser les rôles. Le discours avait été terminé un peu comme souvent, à la dernière minute, et ce qui a fait que Georges Pompidou n'a pas eu connaissance de ce discours. Il n'avait pas été communiqué. C'est aussi parce que j'ai la conviction que nous entrons dans une époque nouvelle où de grands changements sont possibles. Ce jour-là, Georges Pompidou s'aperçoit qu'il s'est trompé. Mais il est trop tard. Tout entier, et je l'espère, avec votre appui et votre soutien, j'ai la volonté d'entreprendre ces grands changements. Ce qu'il n'acceptait pas, en tant que grand gaulliste, en tant qu'ayant participé à l'élaboration de la Constitution de la Ve République, c'est que le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, faisait des annonces sans en avoir référé au préalable au président de la République. Monsieur le Premier ministre, d'abord, je voudrais poser quelques questions. Vous avez signalé aussi tout à l'heure qu'on en avait parfois dit du mal. Vous, Monsieur le Président, est-ce que vous continuez à être content de Monsieur le Premier ministre et de son gouvernement? Et est-ce que vous pensez pouvoir vous en satisfaire jusqu'à la fin de la législature? Dire que vous ayez posé votre question de la manière la plus délicate serait exagéré. En l'hôtel de Lassay, qui jouxte le palais Bourbon, dans le salon où mourut le grand Condé, Jacques Chaban-Delmas, à 7h du matin, s'astreint à une séance de culture physique, parfois seul. Physiquement, il se complétait. Pompidou était plutôt quelqu'un d'un peu replet. Chaban, lui, était un grand sportif. Donc il y avait quelque chose de complémentaire. Donc pour l'opinion, c'était pas nécessairement mauvais. Pour les intéressés, c'était beaucoup plus problématique. C'était un couple qui ne marchait pas. Je me souviens très bien d'une discussion que j'ai eue avec lui à ce moment-là, dans laquelle il me dit, quand même, je suis soumis à des pressions constantes, j'ai pas le droit de sortir dehors, on me promène comme un paquet, je n'ai plus mon identité, et en plus, les institutions de la Ve République ne sont pas respectées. Sa vie ressemble à un hiver sans fin, son magistère à un enfer. Dans ce corps épais qui arpente les couloirs du palais, le pas est pourtant assuré, mais les croisements de regards sont de plus en plus rares. Il sait que le temps lui est compté. En réalité, Georges Pompidou voit les jours filer, ses rêves s'effilocher. Il n'a plus la main. La contrepartie, ça a été un certain isolement qu'il a ressenti et qui a été accentué, évidemment, à partir de 72, c'est quand même arrivé vite, par les progrès de la maladie. Et on voit ça très bien pendant l'été 72, il rédige son testament. Le président Pompidou est-il malade? Cette question qui concerne la vie privée du chef de l'État aurait sans doute paru déplacée il y a encore quelques semaines. Depuis ce matin, on la trouve pourtant dans pratiquement tous les journaux de la presse française. Les faits connus sont simples. Le président a eu la grippe cet hiver, plusieurs refroidissements, il a grossi. Il n'a pas participé à certaines cérémonies officielles, comme la fête des mères ou le salon du Bourget. On sait aussi qu'il est arrivé en Islande, emmitouflé dans une écharpe et coiffé d'un feutre. En cette journée pourtant printanière de mai 1973, le monde entier, les Français en particulier, découvrent un président épuisé, boursouflé, dissimulé sous un chandail et une écharpe qui inspire à celui qui incarne la première puissance mondiale une attention qui ressemble à de la compassion. Seul un étrange sourire mécanique vient rassurer ceux qui savent que le chef de l'État, pourtant pétri de douleur, n'a rien perdu de son aura. En 1973, on avait identifié parfaitement la maladie dont souffrait le président de la République, qui est une forme de préleucémie. La difficulté pour les médecins était qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'évolution.
Et donc, dans ces conditions, il est décidé d'un commun accord avec les 2 médecins et moi-même que on ne dirait rien au président. Et il me demande de ne rien dire à son épouse. Le président s'est montré agacé par tous les bruits qui courent autour de sa santé et par la foule des journalistes qui guettent depuis mercredi chacune de ses éventuelles sorties. Je peux vous dire que si je ne suis pas sorti ces jours-ci, c'est à cause de vous. Vous m'embêtez. Et donc, tous les jours, c'était moi qui venais voir mon père au petit déjeuner, à l'Élysée. Je passais par la petite porte parce qu'il fallait pas non plus qu'on ait l'impression que le fils médecin était tout le temps là, etc. Et qui lui expliquait les résultats qu'on avait obtenus. Et une fois, il y a eu une chute dramatique des plaquettes sanguines. Mon père s'assied devant moi. Et il s'assied en s'effondrant dans un fauteuil. Et il me dit « Je suis foutu ». Le chef de l'État français, victime d'une infection grippale. Il est vrai que c'est la première fois qu'il et on nous reprocherait de publier un communiqué en bonne et due forme pour couper court aux rumeurs. J'ai écrit plusieurs fois, mais c'est très méchant sur les uns ou les autres, mais c'est vrai qu'il quittera l'Élysée sur une civière, quoi. C'est-à-dire, je pense que quand on a été élu, on veut remplir son mandat, on veut rester jusqu'au bout. L'idée de démissionner en cours de mandat, mais ça leur échappe totalement. Je pense qu'ils réfléchissent même pas là-dessus. Or, ça peut se discuter. Le truc dingue, c'était quand même Pompidou. Personne n'a rien su. On voyait qu'il grossissait, donc on se disait, oui, il y a un problème, il prend sûrement de la cortisone. Mais bon, on voyait bien qu'il y avait quelque chose, quoi. Il enflait, et puis surtout, il avait l'air très abattu. La solitude de Georges Pompidou est bien apparue aux yeux de tous. On voit qu'il est très malade, qu'il a le visage considérablement altéré, c'est même assez pathétique. C'est là où on perçoit la solitude et le drame, évidemment, qui a été le sien, puisqu'il ne pouvait en parler à personne. Pompidou est mort. C'est par ces 3 mots que nous avons appris à 21h58, très exactement, par un flash de l'agence France-Presse, que le président de la République était décédé. C'est peut-être le seul qui était programmé pour ne pas finir seul. Mais il a fini seul. Il a fini seul parce qu'il est tombé malade. Et quand vous êtes dans la difficulté au pouvoir, vous êtes tout seul. Je pense que Pompidou, à la fin de sa vie, il était encore président, a dû souvent se sentir très, très, très seul. Giscard, c'est un personnage absolument passionnant parce que, comme Mitterrand d'ailleurs, il a ça de très fort, c'est qu'il se regarde tout le temps. Il y a lui, là, qui est en train de faire le boulot, puis au-dessus, il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Et pourquoi il est seul, lui? Je crois qu'il est seul parce qu'au fond, c'est le roi du travail bien fait. Je serai jugé sur mes actes, puis après, on verra bien, je serai jugé sur mon bilan. Et au fond, le jeu politique l'intéresse pas. Football, à Valence, l'équipe de France des Espoirs a fait match nul 2-2 avec les Espoirs anglais. Les buts français ont été réussis par Rampillon et Lartier, ce dernier sur pénalty à 1 minute de la fin. La conscience de paraître est, chez Valéry Giscard d'Estaing, une seconde nature. Paraître pour faire simple, pour séduire, paraître pour convaincre, étonner. Mais paraître aussi pour étaler une solitude qui, à la faveur d'une caméra, d'un livre ou d'une bonne question, ne cesse de sauter aux yeux. Il sombre progressivement le pouvoir qu'il a voulu. Il se met en scène là, seul. Il est 20h, Sofrès au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1, je répète. Et ce n'est qu'ensuite qu'il va rejoindre dans la soirée la rue de la Bienfaisance, siège du Parti républicain, où nous sommes tous pour fêter son succès. À 49 ans, le 3e président de la 5e République considère que c'est l'institution présidentielle, ses ors et ses fastes, qui l'éloignent des Français. Alors, il rebat les cartes de la fonction, au risque d'être plus seul encore. Un des très grands maux de notre époque, pour les hommes et pour les femmes, c'est la solitude. Donc j'espère ne pas y être condamné. Et puis je crois que la solitude, c'est une mauvaise conseillère.
Je pense que dans des temps de très grands changements, comme ceux que nous traversons et que nous traverserons, il faut être en contact avec beaucoup de choses, c'est-à-dire en contact avec beaucoup de gens. Donc je souhaite pour ma part que la présidence ne veuille pas dire la solitude. Sitôt achevé l'installation à l'Élysée à laquelle il avait assisté en costume et bannissant désormais la jaquette de la plupart des cérémonies officielles françaises, Valéry Giscard d'Estaing remonte les Champs-Élysées à pied. 2 kilomètres jusqu'à la place Charles de Gaulle, les premiers pas du changement annoncé. Au style Giscard. Giscard a besoin d'être aimé. Il est malheureux de ne pas être aimé. Et donc il est à la recherche de cet amour des autres. Il n'est pas là, il est au travail, là. On va aller voir la famille où il y a 27 enfants. Vous connaissez cette famille? Cette recherche, il l'exprime, il l'affirme avec une grande naïveté de sa part. Valéry Giscard d'Estaing serait étonné s'il pouvait, comme nous l'avons fait, surprendre les conversations qui animent chaque famille française depuis qu'il a annoncé son intention de répondre à l'invitation de quelques-unes d'entre elles. Ça serait très bien. Oui, ça serait très bien. Oui. Oui, parce que M. Giscard d'Estaing, forcément, dans son milieu, ne connaît pas tous les déboires qu'un ouvrier peut avoir. Il vient à notre table, il vient à notre niveau, il vient avec nous. C'est un homme comme les autres. Vous avez l'impression d'être plus aimé qu'il y a un an? Oui. Ça vous fait chaud au cœur? Ah oui, bien sûr. Oui. Giscard a cette idée qu'il a été élu par le peuple. Il ne peut pas se couper du peuple. Et il a le sentiment dans sa solitude qu'il faut qu'il ait des gestes qui le rapprochent du peuple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la solitude du pouvoir fait que quand on est chef de l'État, on se dit « Attention, je ne m'appartiens plus. J'appartiens au peuple. » De sa cellule élyséenne à une autre, il n'y a qu'un pas. Celui qui conduit cet aristocrate éclairé à mettre en scène le fossé qui le sépare de son peuple. Dernière grande mesure aux conséquences importantes. La libéralisation de nationale, un an, bataille farouche au Parlement et au sein d'un grand débat national. Le président de la République souhaite d'ailleurs ces débats, il l'a dit, chaque fois que l'on est attaché de nouveau aux mœurs, l'instauration du divorce par consentement mais sans hypocrisie. La société libérale avancée, voulue par le président de la République, se fait au prix d'une transformation de certaines valeurs morales héritées de la civilisation chrétienne. Tandis que son Premier ministre ferraille à l'Assemblée contre sa propre majorité gaulliste pour faire voter d'audacieuses réformes de société, Giscard sent le vent tourner. Chirac va le lâcher. Le chef de l'État se referme et s'enferme. C'en est fini de l'état de grâce. Le calvaire commence. La première question, qui est la plus importante pour nous tous, s'il ne dépend que de vous, êtes-vous décidé à rester Premier ministre jusqu'aux élections législatives? Monsieur Suffert, votre question n'a pas beaucoup de sens. Et en tous les cas, elle mériterait d'être posée au président de la République. Alors je vous indique qu'il n'y aura pas de remaniement gouvernemental en juillet. Oui, un homme politique, monsieur Leroy, ne démissionne pas. Il y aura donc un remaniement à la rentrée. Je ne dis pas qu'il y a un remaniement à la rentrée. On va poser la question de savoir si les rumeurs concernant un remaniement gouvernemental en juillet étaient fondées. Je vous indique, comme président de la République, qu'il n'y aura pas de remaniement gouvernemental en juillet. Depuis qu'il l'a invité à la Pentecôte au fort de Brégançon, Giscard sait déjà que la lune de miel avec son Premier ministre est terminée. Trop de convenance et d'humiliation d'un côté, trop d'orgueil de l'autre. Le chef de l'État temporise. Jamais les jardins du palais n'ont été aussi foulés, ni ses chiens si cajolés. On dirait qu'il concocte plus qu'à l'ordinaire. Cherche-t-il à prendre de la hauteur, à toiser celui qui, avec trop d'insistance sûrement, l'invite à dissoudre?
Toujours est-il que la pluie d'orage qui s'abat sur les festivités du 14 juillet 1976 tranche avec la sécheresse qui sévit dans le pays, comme dans les rapports qu'il entretient avec le jeune patron des gaullistes. Au départ, il y a l'ambiance de 74, une sorte de marche au sacre, la victoire en chantant. Il a toute une équipe autour de lui, il sourit, la vie est belle, jusqu'à la fameuse rupture d'août 1976, Conseil des ministres extraordinaire. Jacques Chirac entre, nous dit que les choses ne vont pas bien, puis pas un mot. Giscard rentre, pas un mot. Le Conseil des ministres se déroule. Giscard range ses crayons, ferme ses dossiers et dit à Chirac, « Monsieur le Premier ministre, je crois que vous avez une déclaration à nous faire. » Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. Personne n'était au courant. Stupeur. Barre, qui est mon voisin, allait être dans la soirée nommé Premier ministre, mais c'est la stupéfaction. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et ça va être la grande rupture du septennat de Giscard, parce qu'ensuite, il va avoir à gouverner avec une majorité restreinte qu'il n'a pas voulu dissoudre en 1974, et contre lui, l'ambition de Chirac qui va croître jusqu'à sa candidature en 1981. Le voilà politiquement, définitivement seul. Il ne le montre pas, mais Giscard est pénétré par le doute. Une froide anxiété se lit sur le visage. Ce n'est pas de devoir trouver un nouveau Premier ministre qui le rend fébrile, mais l'idée qu'il va falloir décider de trancher ou non une tête. Celle de Christian Ranucci, condamné à la décapitation pour avoir le 3 juin 1974 tué une fillette de 8 ans. Il lit et relit les rapports de ses avocats, ceux de ses conseillers et des magistrats du ministère de la Justice, puis spécule en silence sur les conséquences de sa décision. Mais depuis le crime perpétré en janvier de l'année 1976 par Patrick Henry à l'endroit d'un gamin de 7 ans, la France a peur. Au candidat catholique et abolitionniste déclaré 2 ans plus tôt, a succédé un chef de l'État en prise avec une opinion publique et surtout un électorat qui veut en découdre. Pour la première fois peut-être, c'est avec sa conscience et avec elle seule qu'il doit en répondre. L'exercice du droit de grâce ou le pouvoir de laisser la justice suivre son cours est l'un des plus douloureux problèmes qui puissent se poser à un chef de l'État en France. Quand il était candidat à l'élection présidentielle, M. Giscard d'Estaing avait dit sa profonde aversion pour la peine de mort. Avant lui, le président Pompidou s'était exprimé sur ce grave problème de conscience. Ce n'est pas un cadeau fait au chef de l'État pour lui permettre d'exercer ses fantaisies. C'est une responsabilité parfois effrayante qu'on lui impose et qu'il prend au vu des dossiers, bien sûr, mais seul, avec sa conscience. Je ne considère pas que mon droit s'étende à la possibilité d'annuler la législation, c'est-à-dire de faire en sorte que les dispositions qui sont prévues dans nos textes puissent être purement et simplement annulées par le président de la République. Ce matin du 28 juillet, Giscard est en train de se refaire le film de l'exécution. La chorégraphie de ses faits et gestes matinaux est si polytechniquement calculée qu'il ne viendrait à personne d'imaginer qu'un émoi puisse s'y engouffrer.
Pourtant, 12 ans plus tard, cet ancien chef de l'État, définitivement solitaire, prendra sa plume de futur académicien pour dispenser dans Le pouvoir et la vie ce qui ressemble à une confession. J'ai cherché à reproduire dans mon cerveau brumeux et ensommeillé la séquence des événements en train de se dérouler. Ouverture de la porte de la cellule, la traversée du couloir, l'arrivée dans la cour. Et puis j'ai fait un signe de croix. Christian Ranucci. Il a été exécuté à 4h13 ce matin à la prison des Baumettes. Il a été exécuté selon la loi, selon l'article 12 du Code pénal. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Le pouvoir du président de la République, sous la Ve République, est extraordinaire. C'est un pape. Le pape est seul. Le président est seul. Et cette solitude-là a marqué tous les présidents. Et Giscard, elle l'a marqué progressivement. Progressivement, il va se détacher des choses. Il va s'enfermer dans sa solitude. Il y a toujours une souffrance qui arrive, mais je dirais que c'est toujours vers la fin. Pas au début, parce que au début, en plus, les copains sont là. Et puis après, ils sont saqués, les uns après les autres. On l'a vu avec Giscard, par exemple. C'est étonnant, quand on a vu disparaître Michel Poniatowski, je pense qu'il n'avait pas le choix. Raymond Barre n'en voulait plus. Bon, non, voilà. Et à mon avis, ça n'a pas été simple, certainement, pour Giscard de le laisser tomber. La solitude, c'est le sentiment, si vous voulez, que le tissu humain qui entoure une vie est un tissu qui se relâche. Parce que quand on vit au milieu de ses amis, au milieu de ses voisins, on a cette espèce de sentiment de proximité. Et naturellement, celui-là, on l'a beaucoup moins, et c'est cette solitude. Donc c'est beaucoup plus la solitude de la personne, je dirais, que la solitude de la fonction. À la Noël 79, il est vraiment seul et perdu. Il a surgi en 74, il a battu François Mitterrand de 400 000 voix, c'est rien. Et Barre va lui expliquer qu'il est, au fond, pour le RPR, comme pour le Parti socialiste, un usurpateur. L'énigme Giscard est assez facile à déchiffrer. C'est qu'en fait, il y a deux Giscard. Il y a celui qui agit, il y a celui qui regarde, celui qui raconte. Ce qui est frappant, par exemple, c'est que dans tous les présidents que j'ai pu rencontrer, j'en ai peu connu d'aussi pudiques dans la conversation. Parce que vous lui donnez un stylo et un papier, ça y va. Il est très fermé. Il est fermé, contrôlé. Et en même temps, il y a une personnalité très forte à l'intérieur. Ça boue et ça sort sur le papier. Dans les livres, il se lâche. Je souhaite que la Providence... Pas seulement dans les livres. Celui qui, le soir de son échec, met en scène son au revoir aux Français, est-il secrètement aveuglé par l'émotion ou bien cherche-t-il, pour l'histoire, à braver sa propre solitude ? Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les événements politiques s'accélèrent cet après-midi. Jacques Chirac vient de quitter l'Élysée après avoir été reçu longuement par François Mitterrand. À 15h, M. Laurent Fabius est venu officiellement remettre sa démission au président de la République, qui l'a raccompagné sur le perron et l'a félicité. Le président de la République décrète, M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. 5 ans déjà que François Mitterrand trône sans partage au sommet de l'État. Depuis son élection en 1981, il aura certes engrangé des résultats. Mais la gauche se révèle impuissante à endiguer le chômage, à changer la vie, comme il disait. Il fallait probablement que ça se termine ou que ça se complique. Voilà qui est fait par un gaulliste déclaré. Le peuple français a fait son choix. Il a élu une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Un gaulliste sûr de lui, de son onction électorale, comme des attributs de son nouveau pouvoir. C'est pourtant cet héritier-là, trop impatient sûrement, qui va faire de cet anti-gaulliste notoire
l'improbable gardien solitaire et incontesté des institutions imaginées par le général. La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Voilà pour l'essentiel du message adressé au Parlement par François Mitterrand et par la voix de Jacques Chaban-Delmas. C'est désormais un socialiste, aguerri par l'exercice de l'État, qui va, isolé mais déterminé, incarner le mieux les accents monarchiques, symboliques et mystiques de la Ve République. Quand François Mitterrand accepte le principe de la cohabitation en 1986, et donc de nommer Jacques Chirac Premier ministre, il n'a pas renoncé pour autant ni à ses prérogatives en tant que chef de l'État, ni à son rôle personnel dans le système de pouvoir, ni à l'hypothèse d'une nouvelle candidature. Un vrai moment de solitude présidentielle, ce premier conseil des ministres de la cohabitation. Visage défait, verbe muet, sourire forcé. Les tontons flingueurs à droite, l'évadé de la dernière guerre, de nouveau prisonnier à gauche. Le décor est planté pour une bataille sans merci des apparences. Mais Mitterrand, victimiste involontaire, sait déjà qu'il va la gagner, cette bataille. Pendant 2 ans, le sphinx élyséen de la Ve République fera de sa solitude féconde et orchestrée la meilleure alliée de son pouvoir. 18 heures d'avion pour une image, la cohabitation made in France à 13 000 km de Paris. Le président et le Premier ministre discutent souvent à l'Élysée, mais c'est la première fois depuis le 16 mars qu'on peut filmer leur conversation. C'est tellement évident. Les représentants de la France sont d'abord des patriotes. Ils en sont fiers. Il n'y a qu'une voix de la France. Ceci est dit une fois pour toutes. Il est des quarantaines de circonstances qui viennent transformer l'humiliation en renaissance et faire de cette haine fiévreuse à l'endroit d'un cadet du pouvoir la source inépuisable de la vigueur retrouvée. Le reclus de la République est plus que jamais aux aguets, campé dans une posture médiatique qu'il cultive à souhait, gardien du temple. Plus de soutiers pour manœuvrer, plus beaucoup de complicité pour informer. François Mitterrand dispose néanmoins d'une garde suffisamment rapprochée pour, à sa place, débusquer puis terrasser ce diable qui se niche dans les détails. À l'époque, l'information diplomatique arrive par des télégrammes diplomatiques. La manœuvre inventée par le gouvernement Chirac à ses tout débuts, en fait. Toutes les informations diplomatiques sont passées par message uniquement pour le ministre ou le Premier ministre. Et plus rien pour l'Élysée. Bon, c'est tellement grossier, c'est tellement visible que rapidement, François Mitterrand lui-même se saisit du dossier, place Jacques Chirac devant ses responsabilités et celui-ci recule. Mon père était un homme solitaire. Enfin, c'était un, comme aimait à le dire ma mère, c'était un berger. Il aimait savoir où étaient ses troupes, ou les gens qu'il aimait, mais en même temps, il aimait être seul. Il y a des gens qui sont seuls, entourés. Et moi, j'ai dit une fois à François Mitterrand que, au fond, il aimait pas tellement la solitude. Ce qu'il aimait, c'est que énormément de gens le voient seul. Ce qui n'a rien à voir avec la solitude. Il n'a pas apprécié. C'était vrai. Donc il marche un peu devant, à Solutré. Il est soi-disant seul. Et non seulement il y a tous les courtisans qui sont derrière, et puis il y a tous ceux qui retransmettent sa solitude. Donc c'est une chaîne qui pourrait être 24/24 solitude. On parle souvent de la fameuse solitude d'en haut. Maintenant que vous y êtes, c'est si vrai que ça? Sur le plan de la décision, oui. C'est une solitude, une grande solitude. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'on fait le vide autour de moi. C'est parce que la décision, à ce niveau, est forcément solitaire. La décision, c'est comme une pointe de diamant. C'est inaltérable. Mon père, sans doute comme le général de Gaulle, avait
un rapport à sa solitude très construit et presque mystique, parce que la solitude, c'est aussi le lieu du recueillement. Et c'est sans doute l'une des clés de la force d'hommes d'État comme De Gaulle ou comme mon père. Le temps, son temps propre, c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux. On dirait qu'il a le temps devant lui, que l'éternité politique est inscrite dans ses gènes. Moins il décide, plus le président semble se grandir. Moins il parle, plus François Mitterrand est écouté. La preuve, il gagne. François Mitterrand vient d'être réélu selon l'estimation Bulle BVA avec 53,9% des voix. Son silence, sa bienveillance, ses manigances, sa statue aussi sont désormais devenues si familières à la République que ce qui l'attend bientôt au palais n'a plus grand-chose à voir avec le combat politique. Mais avec une solitude du pouvoir, dramatique et inédite, que la maladie et la mort, ensemble, vont venir surprendre.